Alors, nous allons aujourd'hui évoquer évidemment la guerre en Ukraine et le livre que j'y ai consacré, que j'ai appelé Les torts de l'Occident. Dans mon avant-propos, je reviens assez longuement sur cette peur généralisée qui existe en Occident, qui a été en quelque sorte fomentée, organisée et orchestrée par les médias occidentaux, qui présente la Russie comme un danger existentiel pour l'Occident, pour l'Ukraine, pour les États baltes, la Pologne, voire la Roumanie, voire des États qui sont encore à l'ouest de ces mêmes États. Alors, le premier élément, si je puis dire, de cette orchestration, c'est bien sûr une citation de Vladimir Poutine qui revient périodiquement dans les médias et selon laquelle la, euh, la chute de l'Union soviétique et sa disparition en 1991 serait la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Cette formule était légèrement falsifiée. Le véritable propos est beaucoup plus anodin. Je vous épargne la citation. La citation, bien sûr, n'est jamais accompagnée d'une autre citation qui dément toute ambition hégémonique ou conquérante sur le reste du monde, qui est qui a la citation exacte, c'est qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Alors, une volonté conquérante, d'une manière générale, ça s'exprime par des déclarations, des écrits, etc. Or, quand on regarde attentivement, au-delà de cette déclaration, ou de ces deux déclarations qui ne constituent en rien une preuve de la volonté de conquête de la Russie actuelle sur le reste de l'Europe de l'Ouest et des États limitrophes, il y a également des écrits. C'est intéressant de lire les écrits de Vladimir Poutine, qui ont été publiés, commentés, traduits en français et commentés par un universitaire qui s'appelle Gaël Georges Moulek. Et on peut trouver dans un texte qui est consacré à l'unité historique des Ukrainiens et des Russes, un démenti cinglant, évidemment, à ces intentions conquérantes qu'on prête à Vladimir Poutine. Alors, voilà ce qu'on trouve dans ce livre. Bien sûr, je cite Poutine, qui dit que, bien sûr, les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple. Bien sûr, une partie d'une nation, au cours de son développement, peut, à un moment donné, se percevoir et se sentir comme une nation distincte. Comment doit-on traiter cette situation? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse, avec respect. Toujours à propos de l'indépendance ukrainienne acquise en 1991, voilà ce que dit Vladimir Poutine, la Fédération de Russie a reconnu la nouvelle réalité géopolitique et non seulement elle l'a reconnue, mais elle a fortement aidé l'Ukraine à devenir un État indépendant. Plus loin, on peut lire, je cite à nouveau Vladimir Poutine, nous respectons la langue et les traditions ukrainiennes, nous respectons le désir des Ukrainiens d'avoir leur pays libre, sûr et prospère. Voilà. Donc rien là, au niveau des déclarations poutiniennes, ne vient confirmer les fantasmagories orchestrées par les médias occidentaux. Alors, il y a quelque chose de très important, et plus important sans doute encore que les déclarations, c'est les effectifs qui ont été mobilisés par la Russie en 2022, le 24 février 2022, lors de du début de l'opération militaire spéciale. Ces troupes ont été évaluées à environ 120 000 hommes. C'est intéressant comme chiffre parce que je crois que les chiffres des forces en présence, en l'occurrence celles des Russes, reflètent les intentions politiques. Le militaire et la continuation du politique par d'autres moyens, comme dirait l'autre. Et effectivement, les effectifs déployés par la Russie sont très très maigres pour s'emparer du plus grand pays d'Europe, bien sûr, excepté la Russie, parce que la Russie, bien sûr, est le plus grand pays d'Europe, l'Ukraine le deuxième, et quelques dizaines de milliers de kilomètres en dessous, nous avons la France, qui a une dimension assez proche de celle de l'Ukraine. Alors comparons quelles troupes
quelles forces exactement des armées, qu'elles soient allemandes, américaines ou autres, au cours de l'histoire, des pays ont mobilisé pour s'emparer d'un territoire. Alors prenons évidemment le cas de la France en 1940. Il a fallu mobiliser 3 millions d'hommes côté allemand pour s'emparer de la France. Hein. 3 millions d'hommes pour 500 et quelques mille kilomètres carrés, à comparer bien sûr aux 120 000 hommes qui ont été déployés par les Russes en 2022. Donc c'est sans commune mesure, c'est environ 15 fois plus d'hommes par les Allemands qui ont été mobilisés en 1940 que les Russes en 2022. Prenons le cas également du Sud-Vietnam. Le Vietnam du Sud, c'est un territoire qui est 3 à 4 fois plus petit que celui de l'Ukraine. Les Américains ont déployé 500 000 hommes. Prenons le cas de la Tchécoslovaquie en 1968, quand les forces du pacte de Varsovie ont voulu évincer Dubček. Eh bien là, pour un territoire 4 fois inférieur à la superficie de l'Ukraine, les Russes et les forces du pacte de Varsovie ont mobilisé 500 000 hommes. Donc, si on regarde ce qui a été mobilisé, on ne peut pas honnêtement prétendre que les forces mobilisées avaient pour but la conquête de l'Ukraine et a fortiori, bien sûr, des États baltes, la Pologne et autres. Cela ne tient pas. Voilà. Alors, il y a encore un certain nombre d'arguments, hein, et notamment l'accord qui est passé, qui a failli être signé entre la Russie et l'Ukraine en avril 2022, donc quelques semaines après le début de l'opération militaire spéciale. C'est intéressant parce qu'un texte qui est supposé conclure un conflit est révélateur, bien sûr, des intentions des uns et des autres. Et là, en l'occurrence, le texte qui était à 2 doigts d'être signé, nous allons voir pourquoi il ne l'a pas été finalement, accordait bien sûr la totalité du territoire ukrainien à Kiev. C'est-à-dire que l'armée russe s'engageait à retirer ses forces de tout le territoire ukrainien. Voilà. Donc là encore, cet accord est révélateur d'une intention qui est à l'inverse de ce que les médias occidentaux ne cessent d'asséner à une opinion qui, par centaines de millions d'occidentaux en l'occurrence, s'est persuadée que la Russie avait des intentions conquérantes et cherchait à reconstituer le glacis soviétique d'avant 89. Alors, donc là, j'ai quelques citations, bien sûr, bon, mais inutiles, elles sont dans mon livre, n'insistons pas. Alors, quant à bien sûr, il y a l'inquiétude qui est, encore une fois, orchestrée sur un projet de conquête que la Russie aurait par rapport aux États baltes ou par rapport à la Pologne. Évidemment, cela ne tient pas, parce qu'on a dit et répété depuis des décennies que précisément ce qui était la garantie de leur sécurité, de ces États baltes et de la Pologne, c'était leur intégration dans l'OTAN. Aujourd'hui, apparemment, nos médias se prennent les pieds dans le tapis et nous disent que finalement, cette incorporation dans l'OTAN n'a servi à rien. En réalité, chacun sait, et les Russes et leurs dirigeants, Vladimir Poutine, savent très bien qu'une attaque des États baltes ou de la Pologne serait le début d'une troisième guerre mondiale. Bon, avec les risques de dérapage nucléaire que cela comporterait. Donc là encore, c'est de toute évidence une peur visant à justifier bien sûr l'attitude des Occidentaux en Ukraine et à favoriser une montée vers plus de guerre. Et par ailleurs, dans son interview qui a été vue par des centaines de millions de gens à travers le monde, Vladimir Poutine dit très clairement à Tucker Carlson qu'il n'est pas question, bien sûr, de s'attaquer à la Pologne et aux États baltes, ni même à la totalité de l'Ukraine, soit dit en passant. Donc là encore, on a affaire à des peurs orchestrées, instillées. Et puis il y a une question toute simple, de bon sens. Pourquoi la Russie, qui est quand même l'État le plus grand du monde, 17 millions de kilomètres carrés, pourquoi la Russie voudrait-elle, si vous voulez, qui regorge de richesses, notamment minérales, voudrait-elle s'emparer de territoires autres, avec des populations carrément hostiles, dans les États baltes, en Pologne et dans l'ouest de l'Ukraine, cela va sans dire,
et au prix du déclenchement d'une guerre qui risquerait d'être nucléaire. On ne voit pas. Donc tout ça ne repose sur rien. Alors maintenant, il faut en venir aux raisons précises de l'opération militaire spéciale. Cette opération ne vise donc pas à s'emparer de la totalité du territoire de l'Ukraine, mais à empêcher les bombardements qui n'ont cessé de viser des civils depuis 2014. Parce qu'en fait, l'opération militaire spéciale fait entrer la guerre dans une deuxième phase. En réalité, la guerre a déjà commencé à la suite du putsch de Kiev sur lequel nous reviendrons. Donc, ces territoires de l'Est de l'Ukraine sont habités par des gens qui se revendiquent comme russes. Il y en a au moins 7 millions et ont été visés de toutes sortes de manières vexatoires, hostiles et souvent criminelles par les autorités de Kiev. Bon, je vous donne simplement une mesure qui montre bien que la population civile dans son ensemble, la population civile russophone et pro-russe, a été visée d'une manière vexatoire et brimée même, c'est qu'on a tout simplement, côté Kiev, empêché l'acheminement de l'eau qui disons, alimentait les Criméens. En Crimée, la Crimée est une presqu'île, c'est donc, comme on dit, effectivement, presque une île, et l'eau arrivait par un canal que les forces de Kiev ont bouché, si bien que les Criméens n'avaient plus d'eau. Bon, voilà, c'est le genre de mesure qui a été prise. Il n'y a jamais eu du côté de Kiev une volonté de rallier les citoyens ukrainiens, mais qui sont en même temps des Russes, derrière le drapeau de Kiev. Jamais. Au contraire, il y a eu énormément d'insultes, de propos extraordinairement hostiles, on y reviendra. Donc là, l'opération militaire spéciale le 24 février 2022 vise à faire cesser les bombardements incessants sur les populations civiles du Donbass et à faire respecter des accords qui avaient force de loi internationale, qui s'appellent les accords de Minsk, qui prévoyaient notamment la fédéralisation de l'Ukraine, autrement dit, le respect des droits des minorités russes à l'intérieur de l'État ukrainien, ce que les autorités ukrainiennes ont toujours refusé de faire. Donc, revenons à l'opération militaire spéciale. On dit qu'elle commence le 24 février, c'est vrai, mais il manque un élément très important. C'est qu'en réalité, les hostilités commencent une semaine avant, le 16 février, par des bombardements extrêmement intenses sur l'ensemble du Donbass, ou tout au moins de la ligne de front, et en particulier les populations civiles, qui obligent les Russes, avant le 24 février 2022, à évacuer des gens par milliers. C'est effectivement ce qui avait été effectivement prévu par les autorités de Kiev, c'était une reprise du Donbass. D'ailleurs, les autorités de Kiev ne s'en cachaient pas. Il y a eu un décret de Vladimir Zelensky un an avant, en février 2021, qui stipulait qu'il fallait reconquérir le Donbass et la Crimée. Donc c'était acté sur le plan, disons, politique et juridique. Et par ailleurs, des troupes très importantes avaient été concentrées le long du Donbass pour attaquer l'Est, c'est-à-dire les territoires contrôlés depuis 2014 par les forces pro-russes, des forces qui ne sont pas, comment dire, isolées du reste de la population. L'ensemble de la population de l'Est de l'Ukraine est acquise à un statut d'autonomie ou à une sécession et à rompre les liens avec Kiev. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Bon, il y a une légitimité difficilement contestable des forces militaires qu'on appelle pro-russes, légitimité auprès des populations qu'ils sont supposés défendre. Donc, les forces kieviennes s'apprêtaient, à la suite de ces bombardements, à s'emparer de ces territoires avec l'inévitable épuration ethnique que cela aurait comporté. Donc, c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine reconnaît les deux républiques
disons, sécessionnistes, c'est-à-dire la République de Lugansk et la République de Donetsk, le 20 ou le 21 février, et c'est ensuite qu'effectivement les Russes se lancent dans l'opération militaire spéciale, qui est encore une fois, non pas le début de la guerre, mais le début d'une deuxième phase de la guerre, qui a été précédée immédiatement avant, quelques jours avant, par ces bombardements des forces de Kiev, qui avaient pour but la reconquête de ces territoires. Compte tenu de la manière dont les populations de l'Est étaient traitées et sur le plan militaire et sur le plan rhétorique par les autorités de Kiev, il ne fait aucun doute que cette offensive aurait été accompagnée d'une épuration ethnique gravissime. Je rappelle comme ça dans mon livre que les autorités kieviennes qualifiaient les Russes de l'Est de l'Ukraine de sous-hommes ou de dorifores. Je rappelle que c'est précisément le Premier ministre Yatsenyuk qui traitait de cette manière-là les gens. Je rappelle encore une fois dans mon livre cette vidéo assez connue de Poroshenko qui dit « Nous allons obliger les enfants de l'Est de l'Ukraine à vivre sous terre. Hein, c'est comme ça qu'on gagnera la guerre. » Bon. Donc il n'y a pas de doute quant à l'hostilité générale, totale, que les autorités de Kiev vouent à l'ensemble de leur propre population, puisque ces Ukrainiens de l'Est russophones et russophiles sont, que je sache, ukrainiens. Donc c'est en fait une opération préemptive, celle que l'on déclenche juste avant une attaque, à distinguer d'une opération préventive. Hein, c'est une opération préemptive pour empêcher l'attaque par les forces de Kiev du Donbass avec les risques d'épuration ethnique que cela comportait. Voilà. Donc, nous en sommes là. Voilà, donc en conclusion de cette première partie consacrée à cette peur instillée, cette espèce de fantasmagorie collective, pour conclure, permettez-moi de me citer, je pose la question suivante que j'ai déjà en partie énoncée tout à l'heure. Pourquoi la Russie, le plus grand pays du monde, avec ses 17 millions de kilomètres carrés, ses 11 fuseaux horaires, ses richesses considérables, voudrait-elle s'emparer de nouveaux territoires, de plus des territoires habités par des populations hostiles, au risque de déclencher une guerre mondiale, voire nucléaire? Voilà.